Numéro 1 au Québec depuis 20 ans. Numéro 2 au Canada comme courtier immobilier, équipe au Canada. Et numéro 4 mondial depuis plusieurs années. En cachette, parce que mes parents, ils avaient honte. Là, ma soeur est architecte, mon frère est avocat, mon père est médecin, puis là, agent immobilier, what the hell, comme quelle honte pour la famille. Donc, l'intégrité, pour nous, c'est une valeur qui est forte tous les jours. On s'aperçoit en vieillissant que le bonheur est beaucoup dans les expériences. Dans les moments. Quand les gens décèdent, tu vas au salon funéraire, là, puis tu vois qu'est-ce qu'on voit comme photos, des fois, dans les montages. C'est les moments en vacances, les soupers de famille, tout ça. Bonjour tout le monde, bonjour, merci d'être là. Bienvenue à la saison 4. La saison 4 de la retenue, ça va tellement vite. On est déjà rendu à 4 saisons. On est encore là. On a beaucoup de sujets à discuter et on commence cette saison 4 en feu. On commence avec un des plus gros, un des plus impressionnants courtiers immobiliers de l'histoire du Canada. Le plus gros, là, j'ai perdu ce point un peu, le Ryan t'exagère. Donc, avec moi aujourd'hui, j'ai Georges Bardagy. Oui. Georges, merci d'être en retenue. Merci d'être en retenue. Merci de m'avoir invité. Le titre du podcast, c'est parfait pour moi. J'étais toujours en retenue quand j'étais à l'école. Voilà, c'est parfait. On va en parler peut-être. Là, tu pourras me conter des histoires. Mais Georges, écoute, on va se lancer tout de suite. Numéro 1 au Québec depuis 20 ans. Numéro 2 au Canada comme courtier immobilier, équipe au Canada. Et numéro 4 mondial depuis plusieurs années. C'est des chiffres impressionnants. Peu importe comment tu veux mesurer le volume de transactions. Les gens veulent savoir, les clients, nos écouteurs, même les courtiers immobiliers qui nous écoutent, qui veulent commencer ou qui sont déjà là. Comment tu as fait ça, Georges? C'est un gros, c'est un big question, comme on dit, mais how did you get there? Mais c'est une très bonne question. Les gens ils pensent que je suis tombé dans la potion magique de l'immobilier. Fait qu'à part d'être gros comme Obélix, là, c'est pas vrai. T'es tombé dedans, Mon père était médecin. J'ai rien à voir avec l'immobilier. J'ai grandi à Antique. J'ai commencé à Outremont par hasard parce qu'un de mes amis était là chez Remax. Moi, ce que je voulais quand j'étais jeune, je voulais être à mon compte. Puis j'avais pas d'argent. Puis mon père n'était pas en affaires. Fait que j'ai pris mon cours de courtier immobilier en cachette parce qu'un de mes amis était déjà là-dedans. Puis, pourquoi en cachette? En cachette, parce que mes parents, ils avaient honte. Là, ma soeur est architecte, mon frère est avocat, mon père est médecin, puis là, agent immobilier, what the hell, comme quelle honte pour la famille. Puis j'ai dit, calme-toi, après la santé, ce qui est le plus important chez les clients, c'est leur argent. Puis ce qui a plus de valeur pour la plupart des gens dans leur portefeuille, c'est leur actif immobilier. Fait que je dis, laisse-moi aller. Sur 10 ans, je vais changer avec mon bac en marketing la façon de faire. Fait que rapidement, je me suis aperçu que le cours de courtier immobilier à l'époque, c'était pas assez pour faire tout ce qu'on doit faire en immobilier. Il faut être un peu bon en comptabilité, en droit, en rédaction de formulaires. Il faut être bon en psychologie, en vente, en évaluation. Fait que c'était beaucoup de skills qu'on avait besoin d'améliorer. Donc, j'ai pris des cours en évaluation immobilière. J'ai marié une notaire. Fait qu'au point de vue légal, j'étais pas pire aussi. Fait que tout ça a fait... Ouais, puis j'étais travaillant, puis j'avais beaucoup d'empathie comme mon père qui était médecin. Mon père, là, c'est un vieux médecin, là. Il ouvrait la porte la fin de semaine dans la maison parce que un voisin, son fils, il avait la fièvre ou quoi, puis il faisait rentrer. Tu sais, il disait jamais non aux patients. Un vrai bon médecin de famille. Ça, je pense que dans tous les métiers de service, ça prend un peu ça. J'ai l'impression que toujours, aujourd'hui, les gens se réfugient vers des applications en ligne. Ils parlent plus au téléphone, toujours des rendez-vous téléphoniques. Mais moi, je suis comme plus dans pick up the phone and get the job done. Oui, vraiment. Donc là, tu as fait ton cours. Oui. Puis qu'est-ce qui est arrivé après? Donc, c'est pas juste que tu as fait ton cours, tu as amené... J'ai commencé en 91. Écoute, ça a pris... Moi, mon bureau était à Outremont-sur-Bernard, puis j'ai fait ma première vente à Fabreville 3 mois plus tard, à 97 000. Les commissions étaient à 7 fait que j'avais 3,5 dans le temps. J'étais vraiment content. Puis finalement, un client à la fois, une référence à la fois, on a réussi à bâtir. J'étais recrue de l'année Remax au Québec en 91. C'était des années de récession. Tout le monde remettait les clés à la banque parce que la fin des années 80, c'était un gros boom immobilier. À cause de Larry. Tu connais-tu Larry? Larry Session. Il est arrivé. Il a tout mélangé les affaires. Ah ouais. Et puis... tu vois, c'est quoi? Non, mais c'est une joke. On dit c'est à cause de la récession. Mais c'est Larry Session. Tu vois, je suis blond, hein, clairement. Celle-là, went right over my head. Fait que, anyway, Larry came and puis il a comme complètement... Larry came, he saw and he conquered. Ouais, c'est ça. Okay. Puis là, nous autres, on était le messager des mauvaises nouvelles. Pendant les 5 premières années de ma carrière, on allait voir les gens, on disait, c'est pas pire, vous perdez 25 000, le voisin il a perdu 35 000. Puis pendant 5 ans, on leur disait que leur actif immobilier
perdait de la valeur. On fait des blagues, mais c'était triste. Il y avait des gens qui remettaient les clés à la banque. Des familles étaient plus capables de payer leur hypothèque. Beaucoup de reprises. On avait 100 maisons pour un acheteur, quasiment, pendant une période. Une vraie récession d'immobilier. Là, aujourd'hui, les gens se plaignent de pas d'inventaire. Ouais. Nous, on n'avait pas d'inventaire d'acheteurs. Dans le fond, c'était comme un autre problème. Et puis, par contre, vu que c'était très difficile, puis que moi, j'avais 23 ans, je restais chez mes parents, fait que c'était pas si pire la première année, je payais pas trop cher de loyer. Et on prend des bonnes habitudes dans un marché difficile. Ouais, dès le départ. Puis ces bonnes habitudes-là vont durer encore 34 ans plus tard. Alors que des fois, j'ai trouvé que dans les dernières années, on a vu que dans la pandémie, avec des taux en bas de 2 le marché a été plutôt facile pour ceux qui commençaient. Acheteurs, vendeurs, boum, transaction, c'est fait, puis ça roulait. Ouais. Puis là, les gens prennent des mauvaises habitudes dans les marchés faciles. Puis là, quand ça se corse un peu, les taux augmentent, le marché resserre. Là, tout d'un coup, là, je faisais de l'argent facilement, j'en fais plus. I have to go back to basics. Ouais. Puis ça, je pense que ça a été bon pour moi de commencer dans ces années-là. Ça a bâti tes réflexes, mettons, de savoir comment gérer des périodes de tempête. Oui, gérer les liquidités, aussi prévoir de l'argent pour le futur. Tu sais, quand ça va bien, tu achètes. Je voyais des courtiers, ils faisaient 10 000 ils allaient s'acheter une BMW ou une auto de luxe. Tout de suite. Puis là, tout d'un coup, au mois d'avril, je me dis, comment tu vas faire payer tes impôts au mois d'avril? Les commissions du mois d'avril vont payer les impôts. Not a good idea. Ouais. Fait que moi, j'ai toujours été très, très sage dans ma gestion financière. Puis je dirais que une des raisons de la pérennité de notre équipe, il y a juste seulement 3 années, en 34 ans, qu'on a fait moins de revenus que l'année d'avant. Fait que ça veut dire que c'est stable, puis croissance nous autres, là, on pogne 2-3 mauvais mois, il n'y a pas de panique, là, on ne met pas personne à la porte, on gère, on ne coupe pas le marketing, on continue, on bâtit des parts de marché, puis on récolte parce qu'inévitablement, le marché immobilier reprend toujours. Steady but surely. Oui, tout à fait. Donc, la croissance qui est steady au lieu de la volatilité un peu. Tout à fait. T'avais-tu un plan, Georges? Parce que souvent, les gens me posent la même question. On est dans un domaine connexe. Je t'écoute ton histoire, là, puis il y a tellement de liens que je pourrais faire là, que je comprends, mais souvent, c'est une question qui revient souvent quand moi, je fais quand je visite des podcasts où on me pose des questions dans le domaine. Bien, c'était quoi ton plan? Moi, j'ai ma réponse, là, mais qui était comme, pas vraiment. Tu sais, c'était juste, you do good things and you do the next good thing. Puis, à un moment donné, moi, écoute, mes plans étaient faits là, toi, pour 10 ans. J'ai commencé dès le départ, toi. À tel âge, je vais avoir une maison. À tel âge, je vais avoir une famille. À tel âge, je vais avoir telle auto. Ma maison va être payée en tant de temps. Everything was lined up. T'avais-tu un vision board? J'avais des objectifs qui étaient écrits dans mon agenda. Chaque année, on a des agendas papier. J'ai encore un agenda papier. J'en ai un électronique aussi, vous inquiétez pas, là, je ne suis pas un dinosaure, mais j'ai encore une façon de souvenir. Quand tu écris à la main, quand tu as mon âge, mais tu écris à la main, ton cerveau y retient. Fait que moi, j'écris mes objectifs. Fait que consommation, spiritualité, sport. J'étais un joueur de water polo. J'étais sur l'équipe nationale de water polo quand j'étais jeune. Fait que dans le fond, tout était écrit. Puis je trouve d'avoir un plan, pour moi, c'était comme... C'est facile d'être motivé parce que pour moi, la motivation, c'est l'art de se maintenir en action vers le plan qu'on a tracé. Le plan peut changer. Tu sais, le monde, des fois, il reste accroché. Tu sais, c'est comme la route, elle tourne sur le chemin, tu te promènes en auto, tu tournes le volant un peu, mais il y a un plan quand même qui est tracé. Puis oui, j'avais ça, puis je l'ai encore. Okay. J'ai toujours des plans de 10 ans, puis souvent, j'ai réalise après 7-8 ans. Fait que là, je refais un autre plan de 10 ans. Donc, pour toi, le plan, il est plus... donc, comment que tu développes un plan? Parce que souvent, les gens en entrepreneuriat, il y a différentes façons de développer un plan. Toi, c'était quoi ta méthode? Est-ce que tu avais une vision? Tu disais, OK, moi, je veux ça, puis je vais prendre les actions nécessaires pour me rendre à ce point-là à X date. C'était-tu un peu la méthode que tu En fait, c'était le plan que j'avais à l'origine, c'est de dire, OK, moi, là, je veux une famille, je veux qu'on habite dans tel quartier. Fait que dans ce cas-ci, nous autres, on a acheté notre première propriété à Outremont, on a vendu, on a loué pour amasser du cash pour s'acheter une maison à Ville-Mont-Royal. Je trouvais qu'à Ville-Mont-Royal, ça faisait banlieue en ville. Ouais. Fait que je peux avoir une piscine, je peux avoir du terrain pour ma famille, vu que je travaille tout le temps les fins de semaine, 7 jours par semaine. At least, j'étais pas loin de mon hub. Et ça, c'était précieux pour moi. Puis c'était comme pas... C'est pas donné une maison à Ville-Mont-Royal quand on est jeune. Fait que ça prenait un bon cash down.
Et puis, donc, j'étais très discipliné à mettre de l'argent de côté. Quand ma femme et moi, quand on a acheté notre premier condo à Outremont, j'avais même pas été locataire. Je suis parti de chez mes parents à être propriétaire. Puis on a rénové tout de suite. Puis on n'avait pas d'argent pour les meubles. Avec les vieux meubles de ma grand-mère, les affaires vénées, tout déchirées. J'avais des amis qui empruntaient pour des meubles, mais moi, je trouvais que c'était pas une bonne idée. J'ai dit, t'empruntes juste pour des actifs dans la vie. T'empruntes pas pour des voyages, des autos ou des meubles. Ouais. Et c'est ce que j'avais fait dès le début. Cette discipline-là nous a aidés parce que au début, bien forcément, c'était moins beau chez nous que chez d'autres amis chez qui j'allais. Ouais. Mais aujourd'hui, bien, on en récolte les fruits, je pense. Moi, je dis toujours, quand tu prends le chemin facile, ta vie va être difficile. Tu prends le chemin difficile, ta vie va être facile. Ouais. Fait que moi, j'ai pris ça, ces bonnes habitudes-là de discipline. Puis de toujours jamais dépenser plus que qu'est-ce qu'on gagnait, ça serait look stupid, mais c'est comme, c'est déjà un bon truc. Là, tu vas parler au gouvernement. Oui, non, du gouvernement, mais aussi même, tu sais, une grosse partie des Américains en 2008, quand ils empruntaient jusqu'à un montant qui n'avait pas de bon sens par rapport, puis ça les a amenés où ça les a amenés en crise. Fait que moi, j'aime pas trop ça, les crises. J'aime ça, tu sais, comme steady. Ouais. Puis, alors donc, c'est peut-être plate, mais c'est efficace. Ça marche pour toi. Ouais. On a parlé off-air avant de commencer de l'importance de rester connecté à tes valeurs. Et puis, quand tu es vendeur dans n'importe quel domaine, parce il y a un aspect conseil, c'est sûr, de ce qu'on fait, mais il y a un aspect vente aussi. Il faut vendre pour faire de l'argent. Il faut closer une transaction. Mais il y a une contradiction des fois entre nos valeurs, faire la vente absolument, rester sur le plan. T'sais, on a un plan, mettons, de moi, je veux avoir une maison, je veux avoir 2 enfants, je veux avoir l'auto que je visionne, je veux aller en vacances X montant par année. Je veux vivre une belle vie, ça prend X montant d'argent. Ça prend de l'argent pour ça. Mais en même temps, je dois vendre pour le faire. Puis des fois, il peut avoir une tentation de laisser de côté ses valeurs pour aller faire des ventes que peut-être tu n'aurais pas dû. Donc ça, c'est qu'est-ce que je respecte beaucoup de toi. On avait parlé de ça, que c'est pas quelque chose que tu n'es pas tombé dans ce piège-là. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, surtout courtiers hypothécaires, courtiers immobiliers, que souvent, they're going to prioritize the sale over the individual, sur le client. Donc, c'était quoi ta vision par rapport à ça? Comment tu as resté true à ça? Tu m'as conté l'histoire, tu pourrais peut-être le raconter aussi. Là, il y a plein d'anecdotes. Tu sais, à un moment donné, tu as le choix de prendre le chemin facile. Le chemin facile, c'est tourner coin rond, passer par-dessus tes valeurs pour avoir un gain immédiat à court terme. Mais moi, je trouve qu'en immobilier, moi, j'étais là pour le long terme. Fait que, tu sais, je peux perdre un deal. Je dis toujours à mes courtiers, on peut perdre un deal. Des fois, on a dit le prix qu'on pensait. Un courtier l'a pris plus cher. On a perdu le contrat. Finalement, 6 mois plus tard, ils ont baissé le prix. Puis ils ont fini par la vendre moins cher que le prix qu'on leur avait dit. Puis là, mon courtier est déçu. Il a perdu sa vente dans notre équipe. Et je dis, écoute, tu as peut-être perdu une vente, mais tu n'as pas perdu ta réputation. Parce que ce client-là qui s'est fait dire par ce courtier-là, tu vas la vendre plus cher, puis que finalement, ça ne s'est pas avéré vrai. Puis toi, tu as dit la vérité. Si ce client-là est honnête, il va donner ton nom. Ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine passée. J'ai perdu une maison à Westmount. J'ai dit exactement combien ça valait. Ils ont pris un autre courtier. Mais même pendant que cette maison-là était en vente, le client qui ne m'avait pas pris me référait à des membres de sa famille pour vendre d'autres propriétés. Il t'écrivait même pendant qu'il y avait un autre membre. Il me référait du monde. Il commençait parce qu'il avait regretté son choix parce qu'il s'est fait un petit peu enfiroiper par rapport au prix. Fait que, en construction, on le voit, hein, les gens dans la construction, dans plein de milieux au Québec, il fallait qu'ils donnent un montant d'argent à du monde pour pouvoir dézoner des terrains. Puis là, quand tu commences comme ça ou que tu donnes toujours une cote à quelqu'un pour avoir un job, dans la corruption, ben, ça peut aller bien pendant bien des années. Tu as des belles autos, une belle vie. Puis à un moment donné, mais tu te ramasses en prison. Là, je veux dire, c'est un choc que moi, je suis pas prête à vivre du tout. Puis ça en est un bon exemple. Nous autres, dans le courtage immobilier ou dans le courtage hypothécaire, nos 3 valeurs d'équipe principales, là, c'est d'être compétent. Parce qu'à la fin de la journée, it's the skills that pays the bills. Là, fait que faut le client, il se pose 3 questions quand il fait affaire avec un courtier hypothécaire ou un courtier immobilier. Es-tu bon dans ce que tu fais? That's the first thing. Fait que ça répond à notre valeur de compétence. Fait qu'on veut toujours que nos courtiers n'arrêtent pas d'améliorer. Moi, je lis, je vais faire des congrès, je participe, je parle à des experts comme toi puis d'autres pour toujours apprendre qu'est-ce qui se passe de nouveau. Deuxièmement, l'intégrité. L'intégrité, quand ça va bien, c'est facile, mais des fois, quand tes objectifs ne sont pas atteints, tu as tendance à tourner coin rond pour essayer de faire un gain.
Puis ça, c'est quelque chose que pour moi, c'est une valeur qui est forte. C'est-à-dire que non seulement toute ma carrière, on a fait beaucoup de ventes, mais j'ai aussi été 10 ans au conseil d'administration de l'OACIQ. J'étais responsable des pratiques professionnelles. J'ai passé mon temps à vouloir améliorer qu'est-ce qu'on fait comme pratique sur le terrain. Puis l'intégrité, c'est sûr que, comme je m'adresse à beaucoup de monde, tu sais, t'as l'enfer puis t'as le paradis. Tu vises le paradis, mais idéalement, là, tu vises toujours les pratiques les plus hautes. Fait que vise pour les étoiles, même si tu atterris sur la Lune. You're still among the stars. Exactly. Exactement. Yeah. Ça, c'est un bon proverbe. Ça s'applique à ça. Fait que l'intégrité, pour nous, c'est non négociable. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit inattaquable. Quand on est dans une situation, promesse d'achat multiple, etc., on est beaucoup de monde dans l'équipe. Ma partenaire, Josiane Pépin, est 20 ans expérimentée, avocate. Elle s'assure que les opérations sont tight. On est comme 24 courtiers dans l'équipe. We're all over every file qui pourrait avoir un petit peu de fumée ou qu'un client nous demande de faire des affaires croches. On flag si c'est pas correct. Donc, l'intégrité, pour nous, c'est une valeur qui est forte tous les jours. Mais intègre aussi, ça peut être avec nos fournisseurs. Les fournisseurs, l'autre fois, il m'a envoyé un contrat à signer pour de la publicité, puis il s'est trompé à la baisse. Puis là, ma fille de marketing, elle vient me voir, Georges, qu'est-ce qu'on fait? Bien, tu vas l'appeler, puis tu vas dire, tu t'es trompé à la baisse, corrige ton contrat, sinon, on va sauver 5 000 $, mais tu ne seras pas content à la fin de la relation. Exactement. Puis, c'est tentant de dire, hey, je vais prendre le 5 000, on va le garder pour nous autres, tu sais. Même ce fournisseur-là va penser, tu sais quoi, il nous a rappelé. Exactement. S'il y a quelqu'un qui va avoir une maison, là, oui, qui a besoin d'aide, on va les envoyer. Fait que c'est des small steps, même quand ça n'a pas rapport avec la transaction comme telle. C'est des petits exemples, puis c'est pas des affaires, tu flashes, mais c'est des exemples qui me viennent à la tête, tu sais, comme ça, c'est un bon exemple. Donc, c'est pas pour faire cute en avant du bureau, nos valeurs sont toutes affichées quand tu rentres dans notre bureau. Compétence, intégrité, puis bienveillance. OK? Fait que l'intégrité, on en a parlé. La bienveillance, c'est dire les vrais conseils, les vraies choses. Quelqu'un qui m'appelle me dit, écoute, Georges, j'ai acheté 3 condos dans le centre-ville, j'aimerais ça les revendre. Je commence à trouver que les taux hypothécaires me coûtent cher, j'étais les prix variables dans le temps. Puis j'aime ça, tu m'es vendes. Ben, je dis, y a-tu une occupation? Il dit, non, les 3 sont loués. Est-ce que ça couvre les frais? Non, je suis obligé de sortir 200-300 $ par mois pour arriver. Mais je dis, es-tu prêt à les vendre à 15 % moins de la valeur? Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Mais je dis, ils sont loués, c'est plus dur à visiter, c'est pas aussi bien présenté, puis j'ai pas d'occupation. Fait que je suis obligé de limiter mon choix d'acheteur potentiel à des investisseurs qui vont vouloir profiter puis avoir un rabais pour pouvoir prendre le condo dans cette situation-là. Tu es sûr que tu as besoin de vendre? Mais il dit non, pas vraiment, je pourrais attendre quand même. Je dis, écoute, le prochain qui se libère, appelle-moi, je vais être la meilleure personne pour le vendre. Il dit, mais j'ai parlé à 3 courtiers, personne ne m'a dit ça. Mais je dis, la bienveillance, c'est ça. Ouais. Si c'était mon condo, si c'était mon frère, mon meilleur ami, bien, c'est ça que je te dirais. Ouais. Alors, ça doit être fait, bien sûr, avec les clients, ça va de soi, mais ça doit être fait aussi avec les courtiers de l'équipe, avec les employés, avec nos fournisseurs, nos partenaires, puis même mes compétiteurs. Moi, là, je suis tellement bienveillant, là, je dis, des fois, je marche dans la rue, là, puis je vois une pancarte d'un compétiteur qui est croche, puis je vais chercher ma masse à côté chez nous, je la remets droite, je prends une photo, puis j'envoie. J'ai dit, l'industrie. Tu sais, la profession, là, même les pancartes croches, les terrains sont mous au printemps, il y a du vent. Mais moi, faut une pancarte droite, comme c'est un courtier droit. Ouais, c'est ça. Dans ma tête. Fait que pour moi, là, je suis comme ça. Puis des fois, je perds de la business. Je pourrais être beaucoup plus riche à avoir floué beaucoup de monde, mais je ne dormirais pas bien. Tu pourrais être numéro 1 au monde, là, genre, j'étais juste 4e. Non, c'est ça, exactement. Tu vois-tu, j'ai manqué des opportunités. Mais la vérité, c'est qu'on dort bien. Puis moi, un de mes objectifs jeunes, tu parlais de plan tantôt, un de mes objectifs, oui, je voulais faire de l'argent, avoir ma famille, aller en vacances, tout ce que tu as dit. Ouais. Puis avoir des belles expériences avec les gens. Tu sais, le bonheur n'est pas dans les objets. Tu sais, je peux quand même, j'aurais 30 montres. Tu sais, je veux dire, je peux juste en mettre une à la fois. Ouais. Je ne peux pas manger 3 steaks par repas. Tu sais, à un moment donné, on s'aperçoit en vieillissant que le bonheur est beaucoup dans les expériences. Dans les moments. Quand les gens décèdent, tu vas au salon funéraire, là, puis tu vois qu'est-ce qu'on voit comme photo des fois dans les montages. C'est les moments en vacances, les soupers de famille, tout ça. Fait que ça, pour nous, c'est important. Fait que l'accent est plus là. Puis moi, un de mes objectifs jeunes, c'est que je voulais laisser ma profession, ça c'est une promesse à mon père, en meilleur état que quand je suis rentré. La profession. La profession. Ouais. Pas juste. Puis à ma façon, je ne suis pas le seul, il y a plein d'autres bons courtiers qui font les choses bien, en fait, la majorité d'entre nous. Mais
Il y en a d'autres, malheureusement, qui tournent les coins ronds puis que les valeurs d'intégrité sont peut-être pas où est-ce qu'elles devraient être. Puis l'appât du gain est forte. Ils viennent pour faire de l'argent en immobilier. Ouais. Mais moi, j'ai dit, tu veux faire de l'argent? Aide le plus de monde possible sans compter. Parce que quand tu es désespéré puis que tu as un signe de dollar dans les yeux, les gens vont le reconnaître. Ouais. Puis s'ils ne le reconnaissent pas parce que tu as réussi à les flouer, mais ils ne vont jamais te référer quelqu'un, ça va être encore plus dur d'aller chercher un autre client puis repartir à la chasse. Fait que pour moi, tous ces objectifs-là fait que je dors bien, je suis content, puis le bonheur, c'est aussi d'être bien entouré. J'ai une équipe formidable. Les courtiers, moi, mon business model, c'est un peu comme un bureau d'avocat. Moi, je suis comme le name partner. Tu vois, au centre-ville, tu as Norton Rose, Fulbright, Stikeman, Elliott, Faskin, Blake, tu sais. Souvent, ces gars-là, ils sont morts, ils n'existent pas. C'est devenu un brand. Ouais. Puis, on sait qu'il y a des très bons avocats qui sont là, qui ont choisi de ne pas s'occuper d'engager le staff, de gérer le bureau. Eux autres, là, ce qu'ils veulent, là, c'est faire le droit. Dans notre bureau d'immobilier, j'ai des courtiers, ils veulent faire des transactions. Ils ne veulent pas dealer avec le site web. Puis, probablement, toi aussi, dans ton domaine, ils ne veulent pas dealer avec les nouveaux règlements, la formation, l'intégrité, la conformité. Eux autres veulent faire des deals, puis sont très bons à le faire. Puis ils le font chez nous. Puis moi, c'est ça qu'on a chez nous, des très bons courtiers, puis un excellent staff pour les supporter, parce que le staff, souvent, il ne faut pas dénigrer, là, c'est eux, souvent, le backbone d'une entreprise. Le rough, là, exactement. La structure, Ils sont la là, fondation. le support, comme pour que nos courtiers puissent faire leur job comme il faut, passer du temps avec les clients, répondre, faire des suivis, être bienveillant, être bon en négociation. Yeah. Fait que, anyway, c'est tout ça pour dire que moi, comme je voyais ça autrement. Quand j'étais jeune, j'étais capable d'imaginer notre business autrement. Puis c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Puis je dirais que je suis plus fier de ça que les rankings ou de combien d'argent on a fait. Oui. Puis c'est dès le départ que tu sentais ça. C'était-tu... parce que tu m'as conté l'anecdote, puis j'aimerais que tu le répètes parce que c'était bon. Là, la jeune femme, quand tu as commencé, parce que c'est... Le fruit, le low-lying fruit, d'aller cueillir une vente facile quand tu commences puis tu as besoin de faire des fonds, c'est là où est-ce que les premiers 2-3 ans, là, quand tu commences en affaires, que ce soit entrepreneur, courtier immobilier, courtier hypothécaire, un conseiller financier, c'est toujours au départ, quand tu as le stress financier, que tu pourrais prendre des mauvaises décisions. Tu as commencé dans une récession. Tu m'as parlé d'une jeune famille. Tu es arrivé là. Comme-moi l'anecdote. Puis, parce que je pense que ça représente beaucoup qui tu es dès un jeune âge. Là, puis c'est important pour les entrepreneurs, les gens qui nous écoutent, de comprendre ça, de comprendre que s'ils prennent the long view, que les résultats vont être là, mais il faut juste avoir la vision de le faire. Donc, je t'écoute. Alors, donc, c'était un exemple. Là, dans mes premières années, là, c'était un marché difficile de récession. Puis, je voulais me faire connaître. On avait besoin de prendre des listings. Il y avait déjà des courtiers qui étaient établis. Donc, moi, j'étais un jeune qui commençait. Fait qu'il fallait qu'on se démarque. Et il y a une famille qui me fait venir. Il avait vu mon nom, un voisin, il avait parlé de moi. Puis là, je suis allé, puis j'étais comme le 4e ou le 5e courtier qui passait là. Puis j'avais une famille autour de la table. Puis là, tout le monde était stressé. Les 2 parents venaient de perdre leur job. Les 3 enfants, qui étaient comme, mettons, entre 9 et 14 ans, étaient autour de la table. Puis, il était là aussi. Il était là. Tout le monde était là. Puis je présente. Puis là, je dis, la valeur du condo vaut tant. Puis vous avez payé tant. Mais là, ça se vend moins cher. Puis là, on n'a pas le choix de vendre. On n'est pas à de faire. Fait que là, je dis, dans le fond, je vous regarde. Là, vos enfants vont à l'école ici dans le quartier. Il dit oui. Il dit, si vous travaillez, vous ne serez pas là. Moi, si vous, dans le fond, ce que vous souhaiteriez, c'est garder le condo. Il dit oui. Puis pourtant, ça fait déjà 8 ans que vous êtes ici. Il dit oui. Ben, je dis, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Je vais parler à notre courtier hypothécaire qui va être capable de restructurer peut-être avec votre institution financière le prêt pour faire baisser les prêts. À ce temps-là, maintenant, on le voit qu'on l'a fait debout. Les banques le font régulièrement. Ils veulent pas... Ben, à l'époque, les reprises de banque, c'était un gros département. Dans chaque banque, il y avait des centaines d'employés qui travaillaient là-dedans. Puis, donc, ils ont fait ça. Ils ont changé l'amortissement pour justement baisser. Mais sur le coup, quand j'étais là autour de la table, les gens me disent, mais... Georges, t'es le 4e, 5e qu'on fait venir. Il dit, il n'y a pas personne qui nous a parlé de ça. Il dit, toi, comment tu vas être payé là-dedans? Ben, je dis, moi, je vais être payé quand vous allez décider de vendre puis d'acheter une plus grande maison. Moi, ce que je vous souhaite, c'est de vous trouver un nouvel emploi, garder la propriété. Dans quelques années, elle va être trop petite, vous allez vouloir upgrader, puis on va faire affaire ensemble. Puis je suis parti. Puis là, les gens, ils disaient, écoute, je peux pas croire que quelqu'un m'a dit ça. Alors, ils ont fait exactement ça. Ils ont gardé la propriété. Finalement, ils ont réussi à trouver un autre emploi, supporté. Puis, moi, vous dire, cette journée-là, le lendemain, ces gens-là, c'est devenu des fans finis de Georges Barnage, de Genoé, qui n'allait pas faire affaire avec moi.
Et there's no way qu'elle n'allait pas manquer une chance de me référer à un collègue, un membre de leur famille, un voisin, pour N'importe dire, qui. hey, lui, c'est le meilleur courtier que j'ai jamais vu. Fait que ça prouve que en immobilier, des fois, il y a d'autres métiers que on n'a pas toujours bonne presse. Ça peut être un garagiste, ça peut être un couvreur, un avocat. J'espère que je ne me ferai pas d'ennemis. Ma fille est avocate. Là, mais des fois, on n'a pas toujours bonne presse dans certains métiers, ou même dans l'automobile ou dans les assurances. Ouais. Il y a un stigma Mais autour de... quand tu connais quelqu'un qui est compétent, intègre, puis bienveillant, qui ne te compte pas de la bullshit pour juste te vendre de quoi, il se passe quelque chose de magique si tu donnes son nom à tout le monde que tu connais. Ouais. Parce que c'est assez rare. Dans certaines professions, c'est plus rare que dans d'autres. Puis moi, je croyais vraiment à ça. Fait que moi, j'étais là pour le long run. Je n'étais pas là pour faire une pièce. Puis sur le coup, ben, tu sais, oui, tu es Colin, j'aurais pu faire une vente facile. Mais je crois au volume. Quand tu fais une vente ou que tu fais un financement, tu es payé, right? Pour ça, l'institution financière te paye. Puis nous, c'est les clients qui nous payent pour transiger. Ouais. Puis ça, là, la commission qu'on fait là, pour la vente ou ou une hypothèque, ça, c'est la pointe de l'iceberg. L'iceberg, là, l'argent est en dessous de l'eau. Ouais, You don't see it. Puis ça, là, c'est une paye. Moi, quand un courtier revient au bureau et dit « J'ai fait une vente, j'ai félicitations, bravo, you did great », la première question que je lui pose pas combien d'argent qu'on a fait. Je lui dis « Est-ce que tu as dépassé les attentes du client? Est-ce qu'il va te référer? Et vas-tu devenir un fan de toi? Sinon, retourne, continue, fais tes suivis, fais ton suivi après-vente parce que la vérité, c'est que cette commission-là, c'est la pointe de l'iceberg. There's so much more money dans les 15, 20, 30 prochaines années parce que les gens, ils déménagent aux 8 ans en moyenne. Fait que si tu restes en contact, si tu deviens un VIP, s'ils deviennent un VIP pour toi, puis que tu restes en contact, tu vas faire bien plus d'argent que ce que tu allais chercher dès le départ. And that bigger part est long terme, puis la plupart du monde a une vision short term. Puis c'est ça la différence, d'après moi, dans ceux qui ont une longue carrière, qui ont une pérennité dans leur croissance, une stabilité, c'est qu'ils pensent long terme. C'est intéressant que tu mentionnes ça. Ça me touche, tout ça, mais c'est un cours 101 dans comment bâtir une entreprise qui va être viable et qui a du succès à long terme. Et ça semble tellement simple. Et puis tu l'as mentionné, ben il y en a beaucoup, pas la majorité, mais mettons assez de gens, que ce soit dans courtage hypothécaire, courtier immobilier, assurance, construction, nomme le domaine où est-ce que tu peux commencer une business. Pourquoi c'est si difficile de... Pourtant, c'est assez simple de dire, tu sais quoi, je vais juste faire les bonnes choses, être intègre. Tu as parlé de 3 choses, right? Compétence, intégrité, bienveillance. Oui. C'est 3 concepts assez simples. Les gens qui nous écoutent sont comme, ben oui, c'est évident. Oui, c'est évident, mais tu ne trouves pas que dans notre domaine, que ce soit courtage hypothécaire ou courtier immobilier, à cause qu'on est là, tu ne trouves pas que juste avoir du succès, le fait qu'on fait ça va nous différencier des autres? Est-ce que tu ne trouves pas que c'est un peu malheureux de ce côté-là, que si on fait ces 3 choses-là, already, parce que j'avais fait une entrevue à un moment donné, puis j'avais dit presque la même chose, que pourquoi vous avez été capable de bâtir ça, puis c'était pas mal la même réponse, différents mots. Puis ça m'a comme fait un peu de peine, dans le sens que I just had to do my job with integrity and that was enough. Pas par-dessus, pas plus que ça, juste être intègre. Puis ça m'a différencié de la compétition. Ça disait beaucoup sur la compétition. Pourquoi que c'est quelque chose de si difficile en ce moment? C'est pas tout le monde, mais il y a assez de gens qui sont pas là-dedans. Why do you think that is? Pourquoi? Parce que la vie n'est pas un sprint. La vie, c'est un marathon. Les gens font des petites actions sur une longue période. C'est ça, la réussite. Puis le monde sont pressés. Ils sont pressés de faire de l'argent. Ils sont pressés d'avoir une auto comme Georges. Ils sont pressés d'aller en voyage comme Georges. Mais ils ne m'ont pas connu mes premières années. J'étais en soude 7 jours par semaine. Je travaillais 80 heures. Mes premières annonces dans la presse étaient payées avec mes chèques de chômage de mon ancien job. J'avais fait 41 000, puis j'étais recrue de l'année Remax au Québec en 91. J'avais 20 000 de dépenses. Puis quand tu calcules de l'heure, je faisais bien moins d'argent que mon ancien job. Fait que là, ils voient le Georges qui a de la publicité partout, qui a un budget, qui fait des profits avec son entreprise. Fait que they want that now. Ils ne voient pas le chemin. Puis delayed gratification. C'est vrai, exactement. Je pense que de plus en plus, on veut instant gratification. Tout le monde est plus pressé d'arriver. J'ai besoin d'avoir ça là, sinon I'm a failure. Ouais. Puis sais-tu quoi? Moi qui est rendu à 48 ans,
Je peux te dire. Tu l'avais dit tantôt. Ça m'a pris une minute là, de faire des mathématiques. J'ai compris, ouais, c'est ça. Matin, là. Mais moi qui est rendu là, je suis obligé de te dire que quand on dit que ce qui est le fun, c'est le journey plus que le destination. Ouais. Je veux dire, je suis content d'avoir les biens que j'ai, je suis content d'avoir une sécurité financière pour ma famille. It was fun to build it. Ouais. C'était le fun d'aller pièce par pièce, client par client, qui nous réfèrent du monde, qui nous envoient des témoignages, qui sont fins, qui écrivent des Google Reviews, qu'ils parlent en bien de nous dans une industrie où c'est pas toujours facile de parler en bien. Puis ça, je trouve que c'est bien. Mais dans plein de choses, c'est comme ça. Tu sais, on veut perdre du poids. Moi, je vais me serrer à la ceinture, je ne bois pas d'alcool pendant une semaine, puis je mange pas de viande, puis je mange végétarien. Puis là, tu embarques sur la balance, j'ai perdu 2 livres. Wow, mais puis c'est facile d'abandonner. Puis dans toute chose, juste l'économie, juste l'épargne. I mean, quand je dis à des jeunes, mais tant d'argent de côté, tous les livres qui parlent de millionnaire automatique, qui parlent de Wealthy Barber, que ça soit Think and Grow Rich, Père riche, Père pauvre. McSween, si on regarde Pierre-Yves pour qui est plus local. Exact. C'est trop simple. Quelqu'un qui veut pas comprendre, qui est dans le instant gratification, il comprend pas. C'est pas le monde n'a jamais d'argent. Il veut pas comprendre. Ben, ça a l'air tellement simple que ça se peut pas. Les gens qui sont pauvres, je pense, en général, c'est pas parce que c'est du mauvais monde, c'est du monde très gentil, très fin, ils ont des skills. Je crois pas que les gens plus riches sont supérieurs. La différence, c'est que les gens qui sont plus riches sont éduqués sur l'argent rapidement. Moi, je dis qu'au cégep, j'avais Bernard Landry comme professeur, client, mentor, puis j'avais des discussions avec lui quand il s'est retiré après de la politique, puis on avait des belles discussions. Il dit, ça prendrait plus de cours d'histoire au Québec pour savoir d'où on vient, puis qu'est-ce qui peut arriver. Puis c'est vrai qu'on a des leçons à apprendre, j'avais dit, t'as raison. Mais moi, je pense que ce que ça prendrait au Québec, c'est un cours d'économie de base, en fait, de finances de base pour n'importe qui finit secondaire 5 ou cégep, là. Tu sais, que tu sois infirmière, pompier, que tu sois policier, que tu sois avocat, peu importe, médecin. You have to learn the basics. Comment ça marche, les taux d'intérêt, les cartes de crédit, l'assurance vie, l'assurance invalidité. C'est quoi les pièges à éviter? Puis ça rendrait tout le monde plus fort, plus indépendant, déjà en partant. Puis je le crois encore aujourd'hui. Quand je dis à des jeunes dans la vingtaine, lis ta livre, c'est l'argent, là, tu sais, comme. Mais c'est un concept abstrait, mais la vérité, c'est que juste de lire ça jeune puis de prendre ces habitudes-là, ça ferait des gens très forts financièrement tout au long de leur vie. Puis une population qui est plus riche, qui a moins de dettes, c'est toujours plus facile à gérer. Puis le bonheur devrait être là aussi quand ils sont pas endettés puis ils vivent pas d'un chèque à l'autre. Puis c'est ce que je souhaite, moi. À chaque jeune que je parle, je leur recommande ces lectures-là, je leur donne ces conseils-là qui, à moi, m'ont servi beaucoup. So, est-ce que tu penses que le cure, là, si on veut, pour le cancer du instant gratification qui donne un peu le résultat, c'est l'éducation? L'éducation financière? Est-ce que ça, c'est... Bien, peut-être, il n'y a pas juste un cure des fois c'est plusieurs choses, mais ça passe par l'éducation au départ à un jeune âge, là, ou est-ce que ça prend l'éducation et un cours d'éthique? Un peu des deux. Tu sais, ce que je trouve, c'est que tu disais tantôt, ton autre invité, il disait, il était juste parce qu'il était intègre, il a réussi. Bon. C'est triste parce que tu dis, tout le monde devrait être intègre en majorité. Ça devrait être juste une minorité. C'est ça qui m'a rendu triste, exact, c'est ça. Ouais. Fait que dans le fond, ce qu'on est en train de s'apercevoir, c'est que dans la population, dans la vie d'aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a moins de civisme, il y a moins de respect, il y a moins de politesse. Tu sais, moi, je suis dans l'auto, puis Siri, je dis appelez Ryan Lahaye, s'il vous plaît. C'est comme, j'ai pas besoin de dire s'il vous plaît, mais ça devrait être une obligation. Tu comprends? Tu dis ça, mais je ris parce que je parle à Alexa dans la maison, puis je dis s'il vous plaît, puis ma conjointe, des fois, elle dit voyons donc, fais juste demander pour la chanson. Je dis excuse-moi, là, je dis écoute, pour ma fille, là, je suis comme play Minions, please. C'est ça. Puis elle est toujours comme, elle roule ses yeux, mais c'est drôle là, que tu dis ça, mais. Je sais pas, c'est triste qu'on manque de tout ça. Moi, je laisse passer du monde en rue. Moi, j'essaie de faire une bonne action à un étranger par jour. Tu me parlais de plan ou d'objectif. Un de mes objectifs que j'ai, every day, faut que j'essaie de faire une bonne action. Des fois, c'est de l'argent, mais des fois, c'est pas coûteux. Des fois, c'est juste un service, un appel. Des fois, c'est juste de l'écoute à quelqu'un que je connais pas. Tout le monde faisait ça. Un film là-dessus, Pass It Forward. Oui, Pass It Forward. Mais tu sais, à ma façon, c'est des petites affaires, mais si tout le monde faisait ça, on serait dans un meilleur monde. Puis, alors donc, civisme, moi, je dis toujours à mes courtiers,
en 2024, la rapidité égale l'excellence. Tu retournes tes appels rapidement, t'as beau être le pire courtier au monde, les gens vont penser que tu es excellent. Là, c'est le constat que j'ai. Tout le monde vit dans la rapidité. Ouais. Quand j'ai commencé, il m'appelait, il laissait un message au bureau. Il voyait une propriété le samedi. Lundi, il me laissait un message au bureau. Je le rappelais dans l'après-midi, puis on prenait un rendez-vous pour la semaine d'après. Ouais. Aujourd'hui, everything is much faster avec la technologie. Puis c'est des outils exceptionnels. Mais avec la vitesse est passé beaucoup de sentiments, beaucoup de décorum, de civisme, de politesse, de respect. C'est passé par la poubelle parce que le monde sont toujours pressés. Puis dans la chanson L'Amérique pleure des Cowboys fringants, il est toujours pressé d'aller nulle part. Exactement. Parce qu'à la fin de la journée, on fait beaucoup de choses urgentes qui sont pas importantes. Ouais. Tu sais, aller voir le match de soccer de ta fille ou ton garçon ou de hockey, c'est important. Ouais. Pas urgent, mais important. Des fois, on fait des choses urgentes parce que le client il est en panique ou émotif. On peut dire, regarde, je retourne l'appel tout de suite, je le calme, je dis, on va régler ça demain. Il ne va rien se passer entre 10 heures ce soir puis 8 heures demain matin qui pourrait changer la transaction. Puis on va s'occuper de notre famille, on va s'occuper de nos proches, on s'occupe d'un courtier qui est dans une mauvaise passe. C'est ça qui fait, c'est qu'aujourd'hui, on va tellement vite qu'on ne prend pas le temps de faire les choses importantes. On fait des choses urgentes, mais elles ne sont pas importantes. C'est un excellent point. Dans notre domaine, dans ton domaine surtout, qui est difficile, c'est qu'il y a beaucoup d'analyses par rapport à la propriété, par rapport à les données qu'il faut analyser. Si on est dans le commercial, on a les cap rates, les MRB, toutes les données, le rationnel. Est-ce que les chiffres fonctionnent? Est-ce que la propriété match? Qu'est-ce que je recherche pour mon client? Puis il y a le côté émotionnel, naturellement. Donc, dans notre domaine, contrairement à beaucoup d'autres domaines qui touchent à de l'argent, on a un aspect beaucoup plus émotionnel parce que la maison d'une personne, c'est leur vie. Ils vivent là-dedans, leurs familles sont là-dedans. Si on a des enfants, ils ont grandi là-dedans. Donc, une vente de quelqu'un qui est dans leur maison depuis 30 ans, puis leurs enfants, c'est... they're saying goodbye to a piece of their family, quand ils vendent leur maison. Mais il y a aussi le rationnel. Donc, comment que tu positionnes ces deux choses-là qui souvent peuvent être contradictoires? Moi, ma maison vaut 2 millions parce que, in my heart, ça vaut 2 millions, mais sur papier, ça vaut 1,5. Donc... tellement une bonne question. C'est tellement vrai ce que tu dis. Tellement vrai. Les gens, ils ont une maison, ils en sont fiers. Puis de la vente, c'est souvent un deuil. Puis moi, ce que je fais, c'est que je leur dis toujours, s'il fallait que je vende la maison au prix de vos souvenirs, vos moments en famille, les naissances des enfants, tout ça, il n'y aurait pas de prix pour ça. Ça vaudrait 10 millions. Ouais. Mais comme je suis évaluateur de formation, je suis obligé de la maison basée sur les comparables vendus parce que l'acheteur, lui, il s'en fout de votre famille puis tout ça. Ils sont contents d'arriver dans une maison où il y a une belle âme, qu'il y avait une belle famille qui habitait là. Mais la vérité, c'est qu'il y a un budget. Ils vont comparer avec les autres maisons sur le marché puis ils vont payer. Fait qu'il faut séparer les émotions, parce que ça reste une transaction financière, ça reste business, mais il y a toujours de l'émotion dans le résidentiel. Quand on fait notre division, nous, on a une division commerciale, on fait des plex, des immeubles semi-commerciaux, des terrains à développer. Là, c'est numbers, les gens, c'est des investisseurs. Il peut y avoir un peu d'émotion, mais c'est beaucoup plus rare. C'est numbers, c'est les chiffres qui parlent. C'est l'émotion de la transaction comme telle qui joue. Là. Je veux l'avoir, je veux pas manquer mon deal. Exactement. Mais à la fin de la journée, si le modèle de chiffres, comme tu disais, ne fonctionne pas, les ratios ne fonctionnent pas, le rendement n'est pas là, le prix n'y arrivera pas. Ouais. Ou sinon, la banque ne le passerait pas de toute façon. Exactement. Dans l'immobilier, il y a toujours une vente un peu plus chère à cause de l'émotion, une vente un peu moins chère à cause de l'émotion. Puis, donc, un bon courtier, ça a beaucoup d'empathie puis de bienveillance. Ça se met dans la peau de son vendeur. Il dit, écoutez, moi aussi, j'ai un parent, on va s'occuper très bien de vous. On va s'occuper d'un point de vue business, qu'est-ce que ça vaut. Puis après ça, l'acheteur, des fois, en situation de promesse d'achat multiple, je l'ai vu parce que ma fille l'a fait quand elle a acheté sa propriété. Il y avait, je pense, 7 ou 8 promesses d'achat. Ouais. Puis elle a écrit une belle lettre, une photo d'elle avec son chum, son chat, pour essayer d'aller jouer sur les cordes sensibles du vendeur. Puis savez-vous quoi? Ça marche. Ouais. Il y a du monde qui sont prêts à vendre moins cher leur propriété à quelqu'un qui vont continuer ça. Fait que ça, on le voit. Ça comme ils donnent leur ami. C'est comme un transfert, non, mais sont contents. Eux autres, ils vont être des bons voisins pour mes voisins que j'aime. Puis, donc, il y a de l'émotion. Ça, c'est un truc qui fonctionne et qui le prouve. Mais à la fin de la journée, les gens vont aller voir plein d'autres maisons puis ils vont décider de faire un chèque. Ils vont tomber en amour, l'acheteur. Ça va être émotif. Des fois, les gens, ils achètent une maison de plus qu'1 million de dollars.
Puis ça prend moins de temps à décider ça que si elle a acheté une paire de souliers au magasin. Tu sais, je fais la comparaison. Là. Tout de suite, ils montent, ils voient une vue, ils voient le jardin, ils se projettent avec leur famille, done deal, ils voient la cuisine, tombent en amour, ils se voient dans la maison. Alors que essayer une paire de souliers, je l'aime, tu vas essayer un autre, fais-tu venir un autre, des fois, ça peut prendre 2 heures. Puis c'est un achat moins important, on est d'accord. Ouais. Donc, il y a de l'émotion, il faut savoir le reconnaître. Et puis, il faut savoir dealer avec, puis pas se mettre dans le chemin du rêve de nos clients. Souvent, les courtiers immobiliers vont dire « Ouais, mais ça m'est arrivé, moi, jeune courtier, de faire l'erreur de dire « Cette maison-là, là, elle est vraiment trop chère, ça n'a aucun bon sens. » Puis finalement, la madame, elle l'aimait beaucoup. Puis le monsieur, il m'a écouté parce qu'il dit « Georges, je sais de quoi il parle, j'y fais confiance. » Puis finalement, elle s'est vendue, cette maison-là, à quelqu'un d'autre. Fait que là, la madame était déçue. Fait qu'il a fait... Puis finalement, je leur ai trouvé une meilleure maison qu'elle aimait mieux, mais pendant un mois ou 2... Ça chauffait. Ça chauffait. Fait que dans le fond, j'ai appris de ne pas non plus se mettre dans le chemin du rêve de nos clients. Ouais. C'est pas nous qui allons l'habiter. Puis s'il fallait que je vende juste des maisons que moi, Georges, j'aime, ben j'en vendrais pas beaucoup. Mais il y a toujours des maisons pour des produits adaptés pour chacun des individus. On est là pour poser les questions, pas donner les réponses. Exactement. Donc, c'est aux clients d'explorer eux-mêmes leur un bon courtier situation. Conseille, puis le client prend les décisions. Ça, c'est une bonne relation. Courtier hypothécaire-client, puis courtier immobilier-client. C'est similaire. Pour les entrepreneurs, parce que là, nous, on est dans un domaine similaire, mais n'importe quel entrepreneur, qu'est-ce qui est plus important, tu penses? On parle d'émotionnel ou rationnel. Qu'est-ce que les gens achètent réellement? Puis ça, c'est un sujet souvent que je discute avec les entrepreneurs. Je leur demande qu'est-ce que tu vends? Comme souvent, les gens, plus rapidement, les gens vont dire, mais toi, Georges, tu vends des maisons. Ryan, toi, tu vends des hypothèques. Mm-hmm. Un gars de construction, on va dire, mais toi, tu vends des patios. Toi, tu vends des constructions neuves. Et je leur pousse un peu plus loin pour dire, n'importe quel entrepreneur, vous avez mal compris si vous pensez que c'est ça que vous vendez. Puis j'aimerais t'entendre, peut-être tu sais déjà où est-ce que je m'en vais, mais qu'est-ce qu'on vend réellement? Qu'est-ce que les gens veulent réellement là, quand ils achètent un produit? C'est quoi qu'ils achètent? Parce que c'est un point important pour n'importe qui nous écoute, qui veut se lancer en affaires, que ce soit dans notre domaine ou un autre. What are people really looking for? Moi, j'ai jamais vendu de maison, à part la mienne, ou un immeuble à revenus que j'avais. Parce que toutes les autres transactions que j'ai faites, j'ai accompagné des gens dans leur processus d'achat, dans leur processus de vente. Donc, la seule affaire qu'on vend, c'est notre temps. OK? Et puis, comme je disais tantôt, le client se pose 3 questions quand il fait affaire avec un professionnel. 1, es-tu bon dans ce que tu fais? 2, peux-tu te faire confiance? Puis 3, est-ce que je suis important pour toi? Puis, la plupart du monde regarde de répondre à la première question, oui, en majorité. La deuxième, peux-tu te faire confiance? On vient d'en perdre une coupe. Puis, est-ce que je suis vraiment important pour toi? On vient d'en perdre beaucoup. Ouais. Puis, moi, je pense que c'est ça le processus. Quand moi, j'achète un service, peu importe c'est quoi, d'un autre professionnel, je vais poser ces 3 questions-là, moi aussi. Mais je comprends très bien que moi, je vends mon temps, je vends l'accompagnement. Je ne vends pas de maison. La maison, elle va se vendre en fonction du marché, de l'offre, la demande. Le client, il va choisir qu'il y a mieux elle, pas elle, faire un chèque pour celle-là ou pas celle-là. Nous autres, ce qu'on vend, c'est cet accompagnement-là. Puis curieusement, on pourrait penser qu'avec la technologie, ça serait de plus en plus facile d'acheter une maison ou prendre un financement. Puis c'est le contraire. Même pour les assurances, j'ai vu avec les dommages du 9 août, moi, mon sol a été inondé le 9 août. La moitié du Québec. Fait que là, j'ai pu voir, parce que moi, j'ai payé de l'assurance toute ma vie. C'est la première fois que je fais une réclamation. Puis là, j'ai pu voir... que j'ai payé les conseils de mon courtier en assurance. Moi, on ne prenne plus de courtier en assurance. On va l'acheter direct, ça va coûter moins cher. L'automatisme, vite, prix moins bas. Ouais. Puis là, j'ai vu que mon courtier en assurance, il nous avait bien conseillé. Puis là, on a eu un dommage que là, on a vraiment besoin d'avoir un assureur. Puis on était bien couvert. Donc, moi, je pense que lui, il m'a accompagné dans mon processus de choisir une compagnie d'assurance pour ma maison. C'est pas lui qui paye les assurances, mon courtier, c'est la compagnie d'assurance. Mais tout ça pour dire que nous autres, c'est ça qu'on vend. On vend ça. Puis si tu sais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vends, puis qu'est-ce que le client s'attend. Le client s'attend de la fiabilité, de la proactivité. Il veut que tu sois bon en négociation. Il veut que tu lui montres tout l'inventaire de maisons possible. Ça, c'est ce qu'il veut, le client. Okay? Il veut se sentir en sécurité par un professionnel, puis faire la transaction la plus importante d'une vie avec la paix d'esprit, puis selon les règles de l'art. Puis comment il va se sentir pendant la transaction, c'est ça qui va faire que tu vas avoir des referrals dans le futur, puis qui vont faire affaire avec l'expérience. Toi. Il ne se souviendra pas, le client, 8-10 ans plus tard, qu'est-ce que tu as dit ou qu'est-ce que tu as fait. Il va se souvenir de comment il s'est senti. Exactement.
Et là, ça, c'est le service à la clientèle. Il faut que ça soit wow. Il faut que tu dépasses les attentes du client. Ouais. Et puis ça, c'est un art. Puis je pense que les meilleurs d'entre nous, peu importe dans quel service on travaille, les meilleurs d'entre nous ont plus que 60 de taux de référence d'anciens clients. Et c'est ça qui fait que la pérennité d'entreprise est là. Oui, c'est intéressant. Moi, j'ai un sondage souvent que je fais avec les clients. Puis la dernière question, c'est... Puis c'est toujours les gens sont comme... ne savent pas trop quoi répondre. C'est « How do you feel? » Ils sont comme « Qu'est-ce que tu veux dire? »« How do you feel? » Ben, je me sens bien. Ben, good. Excellent. Donc, tu sais, puis quand la réponse est « Oh, c'était rough. » OK. Donc, puis là, tu peux adresser, mais pourquoi c'était rough? C'était quoi exactement qui a rendu ça rough? Et tu peux explorer et améliorer l'expérience de qu'est-ce que tu as livré. Un genre de mapping d'expérience. Parce qu'en réalité, tu as raison, tout ce que les entrepreneurs font, peu importe dans quel domaine tu es, même une compagnie, que ce soit Apple, tu n'achètes pas Apple pour l'iPhone. Tu achètes Apple pour qu'est-ce que l'iPhone te fait sentir quand tu touches quelque chose, quand tu fais quelque chose. Quand tu ouvres la boîte. Quand tu ouvres la boîte, exactement. C'est ça, exactement. Comme là, j'ai eu une nouvelle carte de crédit cette semaine. Là, puis là, je ne sais pas si c'est nouveau. Moi, c'est nouveau pour moi. Ils m'ont envoyé ça dans une boîte de présentation, là, que tu ouvres la boîte. Puis Karine, c'est ma conjointe m'a regardé, elle dit « T'as l'air content? » Je dis « Ben, je sais pas, moi, j'ouvre une boîte avec une carte de crédit dedans, c'est dommage spécial, mais c'était une expérience, tu sais, only opening a box. Oui. Weird. Mais c'est ces small touch-là d'expérience qui, je pense, que fait la différence que, tu sais quoi, je veux faire affaire avec eux encore. Je sais pas pourquoi. Je sais juste que je me sens bien. Donc, that's it. Je sais pas toi dans ton entreprise, mais moi, mon défi où je suis rendu présentement, je fais moins de transactions. Je peux pas être partout en même temps. Là, on fait quasiment plus que 500 transactions par année. Fait que, tu sais, c'est beaucoup. Fait que là, j'ai beaucoup de monde qui travaille avec moi. Puis moi, une de mes grands jobs, c'est de vendre mes coéquipiers. Parce que les gens, je veux toujours parler à Georges, comme dans l'ancien temps. Ouais. Puis je dis, bien, comme vous appelez chez Norton Rose ou Stikeman Elliott ou Fasken, vous ne parlez pas à M. Fasken, monsieur, il y a d'autres avocats, c'est la même affaire. Puis là, je dis, pour ce que vous avez à vendre, le meilleur courtier dans le cas ou la meilleure courtier, c'est elle ou lui. Donc, une de mes grands jobs, c'est de vendre mes coéquipiers. Puis au début, les clients ne sont pas sûrs parce qu'ils ont confiance en moi, mais ils pensent peut-être que les autres sont poches. Mais c'est pas vrai, c'est des très bons courtiers. Ma plus grande fierté, c'est quelques semaines après, je passe dans le bureau, puis je les vois, puis ils veulent plus me voir, ils sont bien contents avec leur courtier. Ça, c'est ma pride and joy. Mais c'est difficile, ça, comme entrepreneur. C'est l'affaire qui fait que tu es capable de faire le pont entre to scale. Exactement. C'est un pont difficile à arriver. Là. Donc, pour beaucoup, là, quand je fais du coaching, c'est d'amener les gens à faire confiance à ton entreprise et pas que ce soit toi dans chaque transaction. Parce que la plupart des leaders d'équipe dans des business, ils commencent, tu es un bon vendeur ou tu es un bon courtier hypothécaire. Puis on est tous des control freaks, les meilleurs d'entre nous. On est bons vendeurs, mais aussi on contrôlait tous les détails. Les dossiers étaient en ordre. Quand on envoie quoi chez le notaire, ma femme était notaire, elle m'a dit les notaires nous félicitent, tout est bien ordonné. Ouais. Mais donc, il y a comme une confiance qui s'installe envers le leader. Puis, mais ça, nous autres, il faut apprendre à déléguer. Puis apprendre à déléguer, c'est accepter que ça ne va pas toujours être fait pareil comme toi ou comme toi, mais qu'éventuellement, avec leur propre personnalité, puis notre modèle d'affaires, ils vont être capables aussi ils vont se l'approprier, puis ils vont être capables de donner un excellent service qui dépasse les attentes des clients de l'entreprise. Ça, c'est la plus belle fierté. Là, tu commences à avoir une vraie business qui a une pérennité dans le futur, que le brand peut te survivre ou même quand tu t'absentes, que je m'en vais en vacances, ça marche pareil. Tu sais. Exactement. Fait que ça, c'est la plus grande fierté. Puis souvent, tu disais dans ton questionnaire comment je me sens. Je pose la question à mes clients. Puis il me dit, mais là, tu m'as référé comme mon partner, Marc Fragman. C'est un excellent courtier, un homme extraordinaire, puis il est gentil, il répond, il est actif. Mais là, quand tu es en train de transiger pour une transaction, tu parles plus souvent à ton courtier que ta propre famille ou ton. Puis là, il y a une relation intense. Puis là, il a réussi à trouver une propriété en 3 semaines, puis c'est le meilleur deal, puis ils sont contents. Puis il y avait eu d'autres courtiers dans le passé, ça s'était pas bien passé. Là, c'était bien passé. Puis là, ils sont tristes. Mais je dis, pourquoi tu es triste? Je dis, comment tu te sens? Je me sens triste. Pourquoi tu es triste? Il dit, parce que je le verrai plus. Là, j'y parlais tout le temps, là, la relation. Bien, tu vas le revoir à chaque année. Il va te dire bonjour, il va aller porter un cadeau, il va voir, il va s'inquiéter de ta maison, il va poser des questions. Oui, mais ça sera pas pareil. Fait que, tu sais, quand tu dis, hey, je vais m'ennuyer de mon courtier immobilier, hey, t'as vraiment fait une bonne job. I'm gonna miss you, c'est probablement que de l'expérience, c'était vraiment, ça veut dire que, tu sais... il s'est senti en sécurité, même en fait, le mot-clé, c'est développer une relation complice. T'es complice. Il faisait comme une symbiose dans la stratégie, puis ça a cliqué. Super cool.
C'est vraiment intéressant. Le temps vole. Je veux toucher un autre point. On va changer parce que tu as parlé de technologie, puis tu sais que la technologie, c'est hot. Le AI, c'est partout. Ça change la façon qu'on opère. Ça peut nous aider. Ça peut servir comme accélérateur. Ça peut aussi déshumaniser notre travail. On parlait des changements d'immobilier surtout. Donc, il y a beaucoup de changements dans l'immobilier mondialement. La façon que les courtiers immobiliers fonctionnent, la technologie, les différentes bannières qui sortent avec des différents modèles. J'aimerais t'entendre sur l'impact de la technologie sur le courtage immobilier. Comment tu trouves que ça modifie pour le mieux et pour le pire? Parce que oui, tu peux faire plus de transactions, oui, tu peux faire moins de travail, ça va remplacer certaines choses, mais ça a un côté négatif, ça. Donc, j'aimerais voir ton opinion là-dessus parce que ça touche toutes les entreprises, puis il faut s'adapter, il faut penser, il faut être sur la vague, on the front end of that. So, what's your vision? On est sur la front vague. Ma partner, Josiane, est une spécialiste d'AI. Elle prend des cours poussés non-stop. Les gens, ils viennent nous vendre des solutions d'AI, puis elle en sait plus que les gens qui viennent nous en vendre. Fait que, tu sais, on est bien équipés là-dessus. La technologie, quand j'ai commencé, tu me parlais de ton père qui avait son téléphone fixe. Moi, avec, j'avais ça, les pagettes, après ça, les fax. Nous autres, on avait un livre MLS. Maintenant, tout est en ligne sur l'Internet. La technologie a toujours évolué, puis elle va continuer d'évoluer. Dans les années 2000, ils prédisaient la disparition des courtiers immobiliers parce que là, tout l'inventaire des maisons MLS était sur le web. Fait que pourquoi je peux trouver la maison? Mais ça, c'était penser que la job du courtier immobilier, c'est juste de trouver la maison, ce qui est faux. On sait qu'il y a 156 tâches qu'on fait dans une semaine normale. Puis ça, c'est une des tâches, trouver la maison. Ouais. Fait que d'aller à l'Internet puis de la trouver. Moi, j'étais un des premiers à avoir le système Info Maison à l'époque avec mon collègue Éric dans les Laurentides. On avait un système où on enregistrait la description de la maison. Puis sur la pancarte, il y avait un numéro de téléphone. Puis t'appelais, puis on décrivait. Puis j'étais tanné de faire le répondeur le samedi matin. Ça n'a pas duré trop long, celle-là. Mais c'était là, ouais. On l'a fait. Puis, tu sais, ça a été bon parce qu'on traquait aussi d'où venait l'appel. Fait que c'était quand même sophistiqué. Tout ça pour dire que la technologie, elle continue d'évoluer, puis c'est un effet de levier. Tu peux avoir un levier en business avec les employés, avec le staff, et tu peux avoir un levier technologique. Dans les deux cas, ça demeure un levier, mais c'est pas là pour faire la job à ta place. Fait que dans les années 2000, on prédisait la disparition des courtiers. On sait très bien que c'est pas arrivé. La transaction est encore plus importante étant donné l'abordabilité pour les jeunes acheteurs aujourd'hui d'être bien accompagnés. Puis en ayant beaucoup d'accès à l'Internet, ils se font peur eux-mêmes, donc ont toujours besoin d'être rassurés. Trop d'informations. Puis c'est ça que l'intelligence artificielle va avoir de la difficulté à faire, c'est d'appeler quelqu'un le vendredi soir puis de dire « Écoute, je sais que tu es inquiet pour telle ou telle condition. Pose-moi tes questions, je vais te rassurer. Cette nuit, tu vas bien dormir en fin de semaine, tu ne vas pas gâcher. » Ou juste de toucher le bras de quelqu'un et dire « I have your back. On a ça, je te le dis. Ça, c'est pas une inquiétude. Ça, c'est quelque chose qui est plus préoccupant que ce qui t'énerve présentement. » Puis ça, l'intelligence artificielle peut donner beaucoup de réponses, c'est pratique, c'est facile. Moi, je dis que maintenant, tout le monde a un adjoint personnel, ça s'appelle ChatGPT, tu peux poser plein de questions. Puis, je dis pas que la qualité peut-être pas encore au rendez-vous, mais elle va s'améliorer grandement. Ce qui m'impressionne, moi, de l'intelligence artificielle, c'est la vitesse. Mais je peux dire une chose, depuis 1991, en 2024, malgré toute la technologie du monde, OK, il y a une chose qui n'a pas changé. L'acheteur, il pense toujours qu'il paye trop cher. Puis le vendeur, il pense toujours qu'il ne vend pas assez cher. Ça prend quelqu'un entre les deux pour jouer le psychologue, pour gérer les attentes de part et d'autre, de rapprocher les parties, d'amener un bon point. Puis ça, c'est la vente. Puis la vente, là, des bons vendeurs, n'a pas tant que ça. C'est précieux. Et toutes les compagnies aimeraient avoir plus d'excellents vendeurs, que ce soit dans l'automobile, les assurances, en courtage hypothécaire, en immobilier, en valeur mobilière. On est tous en train de vendre quelque chose. Tout le monde aimerait ça, des gens compétents, intègres et bienveillants. Puis je pense qu'il va toujours de la place pour les meilleurs. Est-ce qu'on va perdre des joueurs en cours de route? Est-ce qu'on va peut-être avoir plus de leverage avec l'intelligence artificielle pour faire certaines tâches avec plus de production? Oui. Au même titre que les téléphones intelligents, l'Internet, puis tout ce qu'on a vu au fil du temps. Puis ce que ça va faire pour des gens qui ont de l'ambition en affaires, bien, ils vont accroître leur part de marché. Oui. C'est une excellente réponse. C'est la mienne, j'ai pas toute excellente. Là, c'est exactement ce que je pense. Georges, on est chanceux de t'avoir. J'aime ça chanceux de t'avoir pour 1 heure de temps à la retenue. Donc ça fait longtemps que tu n'as pas été en retenue. 40 ans, non, même pas, 35 ans à peu près. J'étais tannant, moi. C'était normal, je suis en retenue, mais mes parents, ils pensaient que j'étais un génie. Ils m'ont envoyé à l'école 2 ans plus tôt.
Puis, mais je garde des bons souvenirs. J'ai fait des amis en retenue. Mais tout ça pour dire que je suis content d'être ici. Je pense que de partager nos connaissances, c'est quelque chose que quand j'ai commencé, ça se faisait pas. Les meilleurs en immobilier ne partageaient pas leurs connaissances, ni en courtage hypothécaire. Fait que de faire ça, ça t'honore énormément. Puis je pense que de parler de succès, d'apprendre des uns, chacun l'autre, ça nous rend tous meilleurs. Fait que félicitations pour ton podcast. C'est gentil. C'est bien le fun. Puis c'est sûr qu'on est en retenue, mais si on continue à écouter ton podcast, on ne sera jamais en retenue. C'est un excellent point pour compléter l'entrevue. Merci, Georges. Donc, pour les gens qui veulent contacter Georges, c'est sûr que c'est facile de rentrer Bardagé à l'Internet, puis vous allez avoir bien trop de liens. Son équipe est là pour vous aider, puis on est très content de t'avoir. Merci d'avoir partagé tes connaissances, ton expérience. C'est un plaisir. C'est un plaisir réciproque, Ryan. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur YouTube, TikTok, Instagram et les principales plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Commentez, likez et partagez la retenue, puisqu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mon nom est Ryan Lahaye et je vous dis à la prochaine retenue.